La salle d'hôpital devint silencieuse lorsque le docteur Henry referma le dossier. Lésion de la moelle épinière, dit-il d'une voix mesurée. Et définitive. Vous serez en fauteuil roulant pour le reste de votre vie. Vivien ne pouvait plus respirer, fixant ses jambes comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Sa mère se détourna. Son fiancé Corbin lâcha sa main, ses pas résonnant dans le couloir. Seul Carter resta, un père célibataire qu'elle connaissait à peine. Il s'agenouilla près du fauteuil roulant, posa sa main sur la sienne et murmura d'une voix rauque d'émotion, « Si tu ne peux pas marcher, je serai tes jambes. » 3 jours plus tôt, Vivien contrôlait tout dans sa vie. À 32 ans, elle dirigeait sa propre société de conseil, portait des tailleurs sur mesure qui imposaient le respect, et avait un mariage planifié à la perfection. Le contrôle n'était pas seulement une préférence, c'était son identité. Corbin semblait parfait, banquier d'investissement, montre de luxe, Mercedes en leasing. Sa mère, Bernice, l'adorait, ce qui importait plus que Vivien ne voulait l'admettre. Bernice mesurait le succès aux apparences. Elle lâchait le nom de Vivien à chaque réunion mondaine comme preuve d'un bon parentage. Carter Hayes vivait dans une autre Amérique. À 35 ans, il élevait seul sa fille Gwen dans un appartement exigu où il travaillait par intermittence. Il enchaînait les doubles shifts à la blanchisserie de l'hôpital, respirant vapeur et javel pendant 12 heures, les mains gercées par les détergents industriels. Le week-end, il faisait des heures supplémentaires pour nettoyer le matériel médical parce que le loyer ne tenait pas compte de l'épuisement. Son manager, Otis, savourait son petit pouvoir et lui rappelait chaque semaine que le moindre retard signifiait le licenciement, que Vinga attendait son poste. La nuit où tout bascula, Carter n'avait que 43 $ dans son portefeuille. La fièvre de Gwen avait grimpé à 40,3 degrés Celsius, le forçant à aller aux urgences. 43 $ couvraient les antibiotiques, mais pas les courses. Encore une semaine de riz en disant à sa fille qu'il avait mangé au travail. Ils se rencontrèrent dans le couloir des urgences. Carter était assis avec Gwen blottie contre lui quand les portes de l'ambulance s'ouvrirent brutalement. Les urgentistes poussèrent une femme aux cheveux noirs collés de sang, les yeux écarquillés de choc. Il regardait parce que la tragédie exige des témoins. Il vit sa main tendue, ses lèvres formaient un nom. Il vit l'homme qui aurait dû prendre cette main, Corbin dans son costume à 1000 $, reculer au lieu de s'avancer, le téléphone collé à l'oreille. Puis Carter remarqua quelque chose d'anormal. Un autre homme s'approcha de Corbin, quelqu'un qui se déplaçait avec une assurance sombre. Plus tard, il apprendrait son nom, Bernie. Ils parlèrent en murmures pressés. Carter avait assez travaillé dans des emplois de service pour être invisible, pour surprendre des conversations privées. Il capta des bribes, documentation d'assurance. Assure-toi qu'elle ne se souvienne de rien. Gère le rapport de police. Et la ligne de frein. La dernière phrase glaça le sang de Carter. Il avait travaillé en réparation automobile dans sa vingtaine. Il connaissait chaque pièce d'une voiture. Les lignes de frein ne lâchent pas au hasard sur les véhicules modernes. Il rangea cette observation dans un coin de sa tête. Ce n'était pas ses affaires. Il se concentra sur la respiration de Gwen et sur les factures qu'il ne pouvait pas payer. Lorsque le docteur Henry annonça le diagnostic de Vivien le lendemain matin, la chambre devint un tombeau. Paralysie permanente, aucune récupération, blessure qui change la vie. Vivien regarda sa mère en silence, suppliant un réconfort. Bernice pressa son mouchoir contre ses lèvres et se tourna vers la fenêtre, incapable d'affronter la nouvelle réalité de sa fille. La fille parfaite était devenue imparfaite, et Bernice n'avait pas de script pour cela. Corbin recula de 2 pas comme si le handicap était contagieux. Son visage montrait de la pitié mêlée de dégoût. Un homme réévaluant un mauvais investissement. « Je t'appellerai plus tard. J'ai des choses à régler au travail. » Il était parti avant que Vivien puisse répondre. L'assistante sociale Hélène avait besoin de signatures. Quelqu'un devait s'assurer que Vivien ne serait pas transféré dans un établissement public à 3 heures de route. Bernice secoua la tête. Elle ne pouvait pas gérer cela publiquement, pas là où les voisins pourraient juger. Corbin prétexta une urgence professionnelle. Hélène balaya la pièce du regard dans un désespoir silencieux et croisa les yeux de Carter. Il était toujours là, assis dans un coin depuis l'aube avec Gwen endormie sur ses genoux, attendant l'examen de suivi de sa fille. « Pouvez-vous signer comme contact temporaire ?» demanda Hélène,
La voix fatiguée d'avoir vu trop de familles se disloquer. Juste jusqu'à ce que les arrangements familiaux appropriés soient faits. Carter regarda Vivien, vraiment regardé. Il vit au-delà du sang, des appareils et du fauteuil roulant. Il vit la même terreur qu'il avait ressentie 4 ans plus tôt quand on lui avait annoncé pour Mathilda, sa femme, alors qu'il était au travail de nuit et n'était pas arrivé à temps. Il vit quelqu'un se noyer pendant que ceux qui étaient censés l'aimer s'éloignaient en nageant. Il prit le stylo. Sa signature n'était pas encore sèche quand son téléphone vibra. Otis, si tu es encore à l'hôpital à jouer les héros, ne te fatigue pas à revenir. Ton shift a commencé il y a 20 minutes. Carter lut le message 2 fois, sentit son estomac se nouer, puis éteignit son téléphone. Il venait de perdre sa seule source de revenus. Mais en regardant Vivien immobile dans ce fauteuil, son monde entier effondré autour d'elle, il sut qu'il avait fait le bon choix. Gwen remua contre lui, marmonna quelque chose sur des goldfish, et Carter réalisa qu'il n'avait aucune idée de comment il la nourrirait la semaine suivante. Il trouverait une solution. Il en trouvait toujours. Les jours suivants se fondirent en cauchemar. Chaque matin, Vivien oubliait pendant 3 secondes, puis se souvenait. Le fauteuil roulant était près de son lit comme un verdict. Chaque petit bruit, grincement de roue, cliquetis de frein, réglage du lit, lui rappelait cette nouvelle vie. Corbin vint une fois de plus. Il apporta des orchidées blanches, hors de prix, resta près de la porte, prêt à partir vite. Tu dois être forte face à ça, dit-il sans jamais croiser son regard, évitant soigneusement ses jambes et le fauteuil. Il mentionna le report du mariage, comme on repousse un rendez-vous chez le dentiste. Avant de partir, il posa un dossier sur sa table. Des documents de procuration. Pure formalité. Quelqu'un doit gérer tes affaires pendant ta convalescence. Bernice venait tous les jours, ce qui était pire que de rester absente. Elle retapait les draps avec des gestes tendus et furieux, marmonnant sur l'inconvénient. On devrait te faire venir chez moi. Garder ça privé. Tu ne veux pas que tout le monde te voie comme ça. Comme ça, comme si Vivien était devenu quelque chose de honteux. Carter arrivait avec de la soupe chaude dans un thermos. Il apportait une couverture lavande douce choisie par Gwen, lavée jusqu'à ce qu'elle soit moelleuse comme un nuage. Il ne posait jamais de questions vides. Juste, est-ce que la douleur est pire aujourd'hui? As-tu dormi? Il écoutait, prenait des notes mentales, s'adaptait. Gwen s'asseyait pour colorier, bavardant sur sa 2e année. Marcus a apporté son hamster pour le show and tell et il s'est échappé et Madame Thompson a crié et est montée sur son bureau et tout le monde a ri et c'était la meilleure journée de l'année. Elle levait les yeux avec un ravissement édenté, traitant Vivien comme une personne et non comme une tragédie. La salle de kinésithérapie devint l'enfer lors de la première séance de Vivien. La kiné Ingrid l'encouragea à passer du fauteuil aux barres parallèles. Vivien agrippa le métal, tenta de se hisser avec la force des bras seuls. Ses muscles lâchèrent après 3 secondes. Elle s'effondra sur le sol matelassé, impuissante comme un scarabée retourné. L'humiliation était totale. Les larmes vinrent chaudes et furieuses. Quand Ingrid tendit la main pour l'aider, Vivien hurla, « Ne me touchez pas. Je n'ai besoin de la pitié de personne. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre d'hôpital, Vivien remarqua les papiers laissés par Corbin. Elle les lut attentivement, son esprit juridique décortiquant le jargon. Si elle signait ces documents, Corbin contrôlerait toutes ses décisions médicales. Il gérerait ses finances pendant sa période d'incapacité. Il aurait autorité sur ses biens, son entreprise, sa vie. Et la formulation suggérait que ce transfert de pouvoir pourrait être permanent, selon l'interprétation d'un tribunal. Ses mains tremblaient. Elle comprit exactement ce que cela signifiait. Si Corbin obtenait ce pouvoir, prouver sa compétence pour le reprendre serait presque impossible. Elle serait piégée, dépendante, contrôlée. Une partie d'elle, épuisée et terrifiée, voulait signer quand même, laisser quelqu'un de capable gérer la tâche impossible de reconstruire son existence brisée. Mais un instinct plus profond murmurait des avertissements qu'elle ne pouvait pas encore formuler. Carter commença à aborder les soins de Vivien comme un homme préparant un examen de médecine. Il acheta un carnet à $3 en pharmacie et le remplit d'observations. Il mesura la largeur des portes dans son appartement. Il se renseigna sur les types de coussins pour fauteuil et la prévention des escarres. Il observait Ingrid pendant les séances de kiné, mémorisant les techniques correctes de transfert,
sachant qu'un mauvais geste pouvait aggraver la lésion de la colonne ou causer une douleur atroce. Les moments les plus difficiles vinrent avec les soins intimes. La première fois que Vivien eut besoin d'aide pour se laver. Carter s'approcha avec l'efficacité clinique d'une infirmière professionnelle et le respect d'un gentleman sous un code d'honneur strict. Il disposa tout à sa portée, savon, gants, serviettes, puis se tourna et la guida étape par étape. Peux-tu atteindre le robinet? Veux-tu que j'ajuste la température? Dis-moi si tu as besoin que je déplace quelque chose. Sa voix resta stable, factuelle, vide de pitié ou de gêne. Quand Vivien pleura d'humiliation en ayant besoin d'aide pour se laver les cheveux, Carter n'offrit pas de platitude sur le fait que tout irait bien. Il dit simplement, « Tu gères quelque chose d'impossible qui demande une force que la plupart des gens n'auront jamais à trouver. Et je ne te vois pas comme tu penses que je te vois. Je ne vois pas de faiblesse. Je vois quelqu'un qui se bat. » Gwen devint le pont dont aucun des adultes ne savait avoir besoin. Elle décora les poignées du fauteuil avec des rubans colorés et de petites clochettes de sa boîte à bricolage, déclarant que l'équipement médical avait besoin de plus de magie. Elle venait après l'école, pleine de questions et d'observations. Ma copine Aïcha a un fauteuil aussi. Et elle dit que faire la course dans le couloir c'est super amusant. Tu sais faire des wheelies. Je peux monter sur tes genoux un jour. Son honnêteté brutale d'enfant coupait à travers la gêne adulte comme un couteau. Propre. Carter passait ses soirées, après que Gwen se fût endormie, à transformer l'espace de Vivien. Il ne pouvait pas se payer des entrepreneurs professionnels, alors il construisit une rampe en bois avec des chutes de chantier récupérées, ponçant jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal pendant 3 nuits. Il réarrangea les meubles pour créer des chemins dégagés, mesurant chaque rayon de braquage avec obsession. Sa dernière possession de valeur était l'alliance de Mathilda, or blanc avec un petit diamant, gardée dans une chaussette au fond de son tiroir depuis 4 ans. Il la vendit à un prêteur sur gage pour $260 et utilisa l'argent pour acheter une barre d'appui et un siège de douche adapté. Le quartier remarqua. Les murmures se propagèrent dans l'immeuble comme l'eau trouve les fissures. La femme du 3B en parla à sa sœur qui en parla au barista du matin qui en parla à un autre client. Le pauvre père célibataire du 2e étage s'occupait maintenant d'une femme riche, probablement pour de l'argent. Quelqu'un prit une photo de Carter poussant Vivien dans le parc, sa tête renversée en arrière dans un rare éclat de rire à cause de quelque chose que Gwen avait dit, et l'envoya à Corbin avec le message « Ton ex passe à autre chose vite ». Quand Corbin vit cette image sur son téléphone, quelque chose de sombre traversa son visage. Il se présenta à l'appartement de Vivien le soir suivant. Son sourire tranchant comme du verre brisé, sa voix miel sur poison. « Tu ne trouves pas ça étrange ?» dit-il, s'asseyant sur l'accoudoir du canapé sans invitation. Qu'un homme qui n'a rien devienne soudain si dévoué. Que quelqu'un qui lutte pour nourrir sa propre fille se consacre à une femme qui a tout ce dont il a besoin. Il laissa la phrase planer. Les gens ne font pas les choses gratuitement. Tout le monde veut quelque chose. Tout le monde a un angle. La graine du doute prit racine dans un sol rendu fertile par la honte et la peur. Cette nuit-là, Vivien observa Carter organiser ses médicaments dans un pilulier hebdomadaire. Ses mains précises et soigneuses, et pour la première fois, elle se demanda. Il était désespéré, assez fauché pour faire des doubles shifts, en retard de loyer, à un drame de perdre la garde de Gwen. Et ici était Vivien, handicapée mais riche, vulnérable mais pleine de ressources. Le calcul était assez simple pour la rendre malade. Quand il surprit son regard chargé de suspicion, elle détourna les yeux, la honte brûlant sa poitrine. Mais le doute ne partait pas. La confrontation arriva 3 jours plus tard. Carter venait de border Gwen dans la chambre d'amis, lui lisant son histoire préférée sur un dragon qui apprenait à tricoter, l'embrassant sur le front pour la nuit. Il revint au salon pour trouver Vivien pleurant en silence, son fauteuil face à la fenêtre sombre, son reflet fantomatique dans la vitre. « Pourquoi es-tu vraiment là ?» demanda-t-elle, la voix brisée à chaque mot. « C'est pour l'argent, parce que tu penses que je te paierai un jour. Ma tragédie est juste ton opportunité. » Carter resta figé comme si elle l'avait frappé physiquement. Il n'argumenta pas, ne se défendit pas, n'essaya pas de la convaincre de sa pureté. Au lieu de cela, il posa une enveloppe sur la table basse, reçu pour tout ce qu'il avait acheté, liste manuscrite des heures passées à l'aider, notes détaillées sur ce qu'il avait construit et réparé. Au bas, une phrase unique,
Je partirai si tu veux que je parte. Tu n'as jamais été une obligation. La main de Vivien trembla en prenant le stylo, tirant les documents de procuration de Corbin vers elle. Ce serait plus facile, non. Arrêtez de lutter, arrêtez de se battre. Laissez quelqu'un de capable gérer les morceaux brisés de sa vie. Le stylo toucha le papier. Commença à former la première lettre de sa signature. La porte de la chambre s'ouvrit. De petits pas traversèrent le tapis. Gwen, les cheveux en bataille du sommeil presque venu, courut droit au fauteuil et enlaça le cadre métallique de ses bras fins. Mademoiselle Vivi, s'il te plaît, ne renvoie pas papa. Elle sanglota dans les genoux de Vivien. Il n'est pas méchant comme le copain de maman avant qu'elle parte. Papa est gentil, je te promets, il est vraiment, vraiment gentil. Le stylo tomba des doigts de Vivien. Elle regarda cet enfant qui avait perdu sa mère, abandonné par quelqu'un qui aurait dû rester, qui savait ce que ça faisait d'être laissé derrière. Elle regarda Carter, l'épuisement gravé sur son visage, l'homme qui avait abandonné son travail et sa dernière possession de valeur pour quelqu'un qu'il connaissait à peine, et elle comprit qu'elle avait attaqué la seule personne qui avait prouvé sa fiabilité, parce que faire confiance semblait plus dangereux que suspecter. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je suis tellement désolée. C'est alors que Carter lui raconta enfin la vérité sur pourquoi il était resté. L'histoire qu'il avait gardée enfermée. Sa femme, Mathilda, était morte dans un accident de voiture il y a 4 ans. Elle l'avait appelé pendant son shift de nuit dans un autre hôpital. Dit qu'elle se sentait malade, peut-être une grippe, peut-être pire. Il lui avait dit d'attendre le matin, qu'il ne pouvait pas quitter le travail, qu'Otis le virerait. 2 heures plus tard, un inconnu appela de son téléphone. Mathilda s'était effondrée, avait conduit seule aux urgences, était morte seule dans un couloir avant que quiconque réalise la gravité. La voix de Carter se brisa en le racontant. Je n'étais pas là, j'ai choisi de garder mon travail plutôt que d'être avec elle, et je me hais tous les jours depuis. Quand je t'ai vu aux urgences, tout le monde partait, tout le monde trouvait des raisons d'être ailleurs, j'ai pensé, peut-être cette fois je peux choisir différemment. Peut-être cette fois je peux rester quand quelqu'un a besoin qu'on reste. Mais rester avait révélé autre chose qu'il ne pouvait ignorer. Carter se souvenait de cette première nuit. La conversation chuchotée entre Corbin et Bernie près des distributeurs. Les bribes de dialogue le hantaient depuis des semaines. Maintenant il ajoutait un détail. Quand les urgentistes avaient chargé Vivien dans l'ambulance, il avait aperçu sa voiture sur la dépanneuse par la fenêtre de la baie des urgences. La ligne de frein semblait anormale, coupée trop proprement, trop complètement. Il avait assez travaillé en réparation auto pour reconnaître un sabotage délibéré quand il le voyait. Vivien, dit-il prudemment, choisissant ses mots comme on désamorce une bombe. Je pense que tu dois regarder à nouveau le rapport d'accident. Vraiment regarder. Elle ouvrit le fichier numérique sur sa tablette, le rapport de police officiel qu'elle avait lu une fois à l'hôpital puis essayé d'oublier. Maintenant, elle le lut avec l'œil suspicieux d'une avocate. Plusieurs pages manquaient de ce qui aurait dû être un dossier complet. Le nom de l'officier enquêteur était Ronnie Patterson. Le superviseur du garage de Fourrière qui avait traité sa voiture était le cousin de Bernie. Trop de connexions, trop de trous, trop de coïncidences commodes. Quelque chose de froid et tranchant se cristallisa dans la poitrine de Vivien. Elle pensa au comportement de Corbin, au timing, aux documents de procuration, à l'urgence de la faire signer pendant qu'elle était le plus vulnérable. Elle pensa à leur dernière conversation avant l'accident, quand elle lui avait dit vouloir reporter le mariage et revoir leurs accords financiers communs parce que quelque chose clochait dans ses récentes affaires. Le fauteuil roulant ne semblait plus la pire chose de sa vie. Vivien recommença petit, se reconstruisant tâche impossible après tâche impossible. Elle s'entraîna à passer du lit au fauteuil sans aide, les bras tremblants d'effort, le souffle court. La première fois qu'elle y arriva seule, elle resta assise en triomphe 5 minutes avant de réaliser qu'elle avait mal positionné le fauteuil par rapport à la salle de bain et devoir recommencer. Elle rit, vraiment rit de l'absurdité. Elle roula jusqu'au lavabo, se regarda vraiment dans le miroir pour la première fois depuis l'accident. Ses cheveux avaient besoin d'un lavage. Ses yeux avaient des cernes, mais elle était toujours elle-même. Toujours la femme qui avait construit une entreprise prospère de rien. Toujours capable de se battre. Ingrid remarqua le changement lors de la séance suivante. Tu es différente aujourd'hui, dit-elle en guidant Vivien dans des exercices de renforcement des bras.
Plus en colère, mais dans le bon sens. J'en ai fini d'être une victime, répondit Vivien, soulevant à nouveau le poids. Quelqu'un a essayé de détruire ma vie. Je veux savoir pourquoi. Ingrid sourit. Tu as perdu tes jambes, dit-elle, des mots répétés 100 fois à 100 patients différents. Mais tu n'as pas perdu ton droit de choisir comment réagir. Ça t'appartient toujours. Vivien commença aussi l'enquête, utilisant les compétences affûtées sur des cas d'affaires complexes. Elle demanda les vidéos des caméras de circulation du lieu de l'accident. On lui répondit que les données étaient corrompues pour raisons techniques. Elle demanda les déclarations de témoins, trouva qu'elles étaient scellées dans le cadre d'une enquête en cours, mais des schémas émergèrent. L'accident s'était produit exactement 2 jours après qu'elle avait dit à Corbin vouloir reporter le mariage. 3 jours après avoir demandé à voir les relevés détaillés de ses comptes d'investissement. 4 jours après avoir mentionné vouloir ajouter son propre avocat pour revoir leur contrat de mariage. Carter et Vivien travaillèrent ensemble maintenant. 2 personnes brisées construisant quelque chose de plus fort que ce qu'ils étaient seuls. Les connaissances de Carter en réparation auto et l'esprit juridique de Vivien formaient une combinaison redoutable. Ils retrouvèrent un ancien employé de la fourrière nommé Finn qui avait quitté peu après avoir traité la voiture de Vivien. Il n'avait plus supporté la corruption. Finn les rencontra dans un café, nerveux et fumant cigarette sur cigarette. Bernie a apporté la voiture lui-même, dit-il, les mains tremblantes. Il m'a dit de la traiter vite. Pas d'inspection détaillée. Pas de photo du système de frein. Payer $500 cash pour fermer ma gueule et perdre les papiers. Il sortit son téléphone. Mais j'ai gardé un enregistrement. Assurance contre quelqu'un qui voudrait me faire taire définitivement. Il le joua. La voix de Bernie déformée mais claire. Elle ne doit pas rester lucide sur ça. Tu comprends ce que je veux dire. On a besoin qu'elle soit incapable, qu'elle ne puisse pas contester les transferts légaux. Tout dépend de ça. Le sang de Vivien se glaça. C'était la preuve d'un complot, d'une intention délibérée de lui nuire, mais cela signifiait aussi qu'il s'était mis en danger en creusant trop près de la vérité. Le danger escalada rapidement. Vivien était dehors avec Ingrid un matin, s'entraînant à franchir les bordures de trottoir seul, quand un homme en veste sombre la heurta délibérément fort avec son fauteuil. L'impact faillit la faire basculer dans la rue. Il disparut dans la foule avant que quiconque puisse réagir. Ingrid appela ça un accident. Vivien sut que non. Cette nuit-là, quelqu'un cambriola l'appartement de Carter pendant qu'il était chez Vivien avec Gwen. Rien volé, mais chaque tiroir fouillé, chaque placard ouvert. Sur le sol de la cuisine, déchiré en deux, une copie du document de procuration. Un message. On sait ce que vous faites. Arrêtez. L'attaque légale suivie. Chirurgicale et vicieux. Carter reçut une lettre certifiée des services de protection de l'enfance. Une plainte anonyme l'accusait de négliger Gwen tout en exploitant une femme handicapée vulnérable pour un gain financier. Le langage était technique, professionnel, rempli de phrases inquiétantes sur des conditions de vie instables et des relations inappropriées. Quelqu'un avait fait des recherches, rendant cela assez crédible pour déclencher une enquête. À l'école, un autre enfant, manifestement coaché par un adulte, dit à Gwen que son papa était un méchant qui faisait du mal aux gens pour de l'argent. Gwen rentra à la maison en pleurant, se jeta dans les bras de Carter et sanglota la question que chaque enfant abandonné craint, « Tu vas me laisser comme maman. Tu vas disparaître. » Carter serra sa fille pendant que son cœur se brisait en morceaux de plus en plus petits. « Je ne te laisserai jamais, promit-il, la voix épaisse de larmes. Jamais, pour aucune raison, tu comprends, jamais. » Et quelqu'un essaya de pousser Vivien dans une rampe raide pour fauteuil devant un café 2 jours plus tard. Seuls ses réflexes rapides sur le frein empêchèrent une grave blessure. Carter installa des verrous supplémentaires sur toutes les portes et fenêtres de l'appartement de Vivien. Ils approchaient de quelque chose que Corbin ne pouvait pas se permettre d'exposer, et il ripostait avec tout ce qu'il avait. Puis l'officier Ronnie se présenta à la porte de Vivien avec des menottes et des renforts. « Carter Hayes, dit-il d'une voix plate et faussement autoritaire. Vous êtes en état d'arrestation pour accès illégal à des dossiers privés et entrave à la justice. » Les accusations étaient fabriquées, transparentes pour quiconque connaissait la vérité, mais elles étaient officielles. Elles avaient du poids. Ronnie saisit les poignets de Carter, les força dans son dos, serra les menottes assez fort pour faire mal. Vivien cria, exigea de voir un mandat, menaça d'action légale,
Mais ils emmenèrent Carter quand même. La dernière chose qu'il vit avant qu'on le pousse dans la voiture de police fut Gwen hurlant son nom et Vivien essayant désespérément de faire rouler son fauteuil dans les escaliers d'entrée, impuissant, furieux et terrifié. Dans la cellule de garde à vue, Carter utilisa son unique appel téléphonique pour la baby-sitter d'urgence de Gwen, une voisine qui lui devait des services. Puis il s'assit sur le banc en béton et pensa aux lignes de frein, aux conversations surprises dans les couloirs d'hôpital, à la façon précise dont le métal apparaît quand il est coupé délibérément plutôt que quand il lâche naturellement. Il avait travaillé 6 ans en réparation auto avant la naissance de Gwen, spécialisé dans les systèmes de frein. Il savait à quoi ressemblait un sabotage délibéré. Il dessina l'assemblage de freins sur un bout de papier fourni par un garde étonnamment compatissant, marqua exactement où la coupure aurait été faite pour causer une défaillance catastrophique en conduite normale. Ajouta des notes sur les outils spécifiques requis pour ce genre de précision. Ce n'était pas une preuve recevable au tribunal, mais c'était une carte pour quelqu'un qui savait la suivre. Dehors, Vivien passait ses propres appels, la voix stable malgré la terreur qui lui griffait la poitrine. Ingrid, qui avait vu trop de corruption dans ses années à travailler sur des cas hospitaliers, lui apporta une page copiée du dossier médical de Vivien, une page qui aurait dû faire partie du rapport officiel d'accident mais avait mystérieusement disparu. Elle montrait des traces de liquide de frein dans les analyses sanguines prises immédiatement après le crash, suggérant une défaillance catastrophique de la ligne de frein en marche. Vivien traqua aussi le paiement de Bernie à un employé des archives, une trace numérique que Corbin avait laissée par négligence dans ses comptes professionnels, auxquels Vivien avait encore un accès partiel via leurs dépenses communes de mariage. Seulement $500 transférés 3 jours après l'accident, ligne mémo, service de consultation à un employé des archives municipales gagnant $40 000 par an. Avec l'enregistrement de Finn, les preuves médicales d'Ingrid et l'analyse technique de Carter, ils avaient un dossier. Vivien apporta tout à un avocat pénaliste, exigea la réouverture de l'enquête sur l'accident et insista pour parler au supérieur de l'officier Ronnie. Ronnie avait commis des erreurs critiques. Il connaissait des détails sur l'accident absent de tout rapport public, des détails que seul quelqu'un impliqué dans la couverture aurait pu savoir. Quand le supérieur le questionna, puis fit venir les affaires internes, Ronnie craqua en 2 heures. Il admit que Corbin lui avait payé $6 000 pour gérer l'affaire, pour perdre certaines preuves, pour sceller des déclarations de témoins qui pourraient soulever des questions. Vivien se présenta au commissariat, non comme une victime suppliante, mais comme une femme exigeant justice avec des preuves à l'appui. Elle présenta les documents méthodiquement, guida les enquêteurs à travers la chronologie, relia chaque point avec la précision de quelqu'un qui avait passé des années à construire des dossiers juridiques. La vérité était indéniable. Corbin avait saboté sa voiture. Il avait besoin qu'elle soit incapable d'annuler leurs accords financiers, incapable de l'empêcher d'accéder à ses comptes d'entreprise substantiels et à ses biens immobiliers. La procuration était son objectif final, son chemin vers le contrôle total. Carter fut libéré dans les 3 heures. Toutes les charges abandonnées avec excuse. Mais Vivien n'en avait pas fini. Elle rentra seule ce soir-là, épuisée, ne voulant rien d'autre que s'effondrer. Elle déverrouilla sa porte et roula à l'intérieur. Les lumières étaient éteintes, ce qui était étrange car elle les avait laissées allumées. Puis Corbin sortit de l'ombre près de sa bibliothèque. « Tu as fait une erreur, Vivien, dit-il doucement. Son masque était complètement tombé maintenant. Pas de charme, pas de prétention de souci. Je ne t'ai jamais aimé, dit-il simplement, conversationnellement, comme on parle de la météo. J'aimais ce que tu représentais. L'argent, les relations, le statut social. Et tu allais tout me retirer, n'est-ce pas? Annuler le mariage, séparer nos finances, exposer mes affaires. Il s'approcha de son fauteuil. Tu ne pouvais pas juste être reconnaissante pour ce que je t'offrais. Il fallait que tu poses des questions. Il saisit brutalement les poignées du fauteuil et commença à la pousser vers la cage d'escalier au bout du couloir. Vivien agrippa les accoudoirs, la terreur inondant son corps comme de l'eau glacée. Tu as peur, dit-elle, la voix tremblante mais claire, refusant de supplier. Peur que même dans ce fauteuil, je sois plus forte que tu ne le seras jamais. La main de Corbin se dirigea vers le frein. On va voir ça. La porte d'entrée s'ouvrit violemment. Carter surgit, libéré 10 minutes plus tôt et ayant couru tout le trajet,
arrivant juste à temps. Il se jeta entre Corbin et les escaliers, saisit le fauteuil, tira Vivien en sécurité avec une force née du désespoir absolu. Corbin frappa sauvagement, son poing, touchant la mâchoire de Carter assez fort pour lui faire tourner la tête. Mais Carter ne tomba pas. Il avait passé des années en travail physique, survivant avec rien, protégeant sa fille d'un monde indifférent. Les muscles de salle de sport corporate de Corbin ne faisaient pas le poids. Carter bloqua le coup suivant, tordit le bras de Corbin dans son dos et le maintint face contre terre jusqu'à ce que les sirènes de police emplissent la rue. D'autres officiers arrivèrent cette fois, affaires internes, enquêteurs d'État, des gens qu'on ne pouvait pas acheter. Finn avait soumis son enregistrement officiellement. Ingrid avait fourni les preuves médicales par les canaux appropriés. Le nouvel enquêteur principal avait retrouvé les paiements de Bernie et les avait tracés jusqu'au compte caché de Corbin. Ronnie était déjà en garde à vue, faisant un deal pour se sauver en témoignant contre tous les autres impliqués. Ils ménotèrent Corbin là même dans le couloir de Vivien. En passant devant son fauteuil, il se retourna avec une fureur froide. « Tu seras toujours juste une femme en fauteuil roulant, dit-il, essayant de la blesser une dernière fois. Vivien soutint son regard sans ciller. Je préfère être dans ce fauteuil avec ma dignité que debout sur mes pieds avec une âme aussi vide que la tienne. Les procédures légales prirent des mois, mais l'issue ne fit jamais de doute. Corbin fut condamné pour tentative de meurtre, complot, fraude à l'assurance, subornation de témoins et 8 autres chefs d'accusation. Bernie suivit. Ronnie perdit son badge et fit face à son propre procès pénal. Le dossier de Carter fut entièrement effacé. La plainte pour protection de l'enfance rejetée comme fiction malveillante destinée à intimider un témoin. Vivien reprit le contrôle total et légal de sa vie, de ses finances, de son avenir. Elle dissolut les arrangements d'affaires qu'elle avait avec Corbin, récupéra l'argent qu'il avait déjà détourné et découvrit qu'elle était en réalité plus riche sans lui qu'elle ne le pensait. Mais la vraie victoire fut plus silencieuse, plus difficile à quantifier et infiniment plus précieuse. 8 mois après l'accident, Vivien reprit le travail, non dans son ancien bureau avec ses salles de réunion inaccessibles et ses toilettes étroites, mais depuis chez elle. Consultante à distance avec des clients qui apprirent vite que son handicap n'avait pas diminué ses capacités. Elle participait aux réunions par visioconférence, fournissait des analyses stratégiques qui doublaient les revenus des entreprises et prouvaient qu'on n'avait pas besoin de se tenir debout dans une salle de conseil pour imposer le respect. Son premier gros projet post-récupération fut de créer une organisation à but non lucratif aidant à adapter les logements pour l'accessibilité en fauteuil roulant. Elle offrait des prêts sans intérêt et coordonnait du travail bénévole, rendant possible pour les personnes sans ressources de conserver leur indépendance chez elles. Gwen suggéra de l'appeler Nouvelle Porte, et le nom resta. Carter trouva un emploi dans un centre de rééducation où son expérience avec Vivien le rendit précieux. Son manager louait sa patience, son attention aux détails, sa compassion authentique qu'on ne peut pas enseigner. Il vivait toujours modestement dans le même appartement, mais le désespoir avait disparu. Il pouvait payer les courses et les médicaments, économiser un peu pour l'avenir de Gwen, respirer sans panique financière constante. Un après-midi, Vivien roula jusqu'à l'école de Gwen pour la sortie, quelque chose qu'elle avait travaillé des mois pour réussir. Elle navigua les trottoirs seule, se positionna près de la sortie et attendit. Quand la cloche sonna, Gwen surgit par les portes, sac à dos rebondissant, et son visage s'illumina comme un lever de soleil en voyant Vivien. « Mademoiselle Vivi, tu es venue toute seule. » Gwen jeta ses bras autour d'elle, enfouissant son visage dans son épaule. D'autres enfants se rassemblèrent, posant des questions sur le fauteuil avec la franchise rafraîchissante des enfants de 8 ans. « Ça va à quelle vitesse? Tu sais faire des figures. Il a un moteur. » Vivien répondit honnêtement à chacune. Leur montra comment fonctionnaient les freins. Leur fit voir que différent ne signifiait pas cassé ou inférieur. Plusieurs parents regardèrent avec des expressions passées de la pitié à quelque chose comme de l'admiration. Ce soir-là, Carter prépara le dîner dans la cuisine de Vivien pendant que Gwen faisait ses devoirs à table, langue tirée de concentration. Ils étaient tombés dans des rythmes qui ressemblaient à une famille. Silence confortable et conversation facile. Après que Gwen fut couchée, serrant son lapin en peluche, Carter et Vivien s'assirent au salon. « Je n'ai pas besoin que tu me sauves, dit soudain Vivien, brisant le silence.
Je veux que tu comprennes ça. Carter sourit, cette expression douce qu'elle avait appris à reconnaître comme de l'honnêteté pure. Je sais, je l'ai toujours su, ce n'est pas ça. Mais je veux que tu sois là, continua Vivien, choisissant ses mots avec soin. Je veux que tu restes. Pas comme mon soignant, pas comme quelqu'un qui a pitié. Comme quelqu'un qui choisit d'être là, termina Carter. Quelqu'un qui voit exactement qui tu es et qui ne partira nulle part sauf si tu le demandes. Vivien tendit la main vers la sienne. Peux-tu m'aider avec quelque chose? Carter se leva, incertain. Elle débloqua les freins du fauteuil. Je veux me tenir debout, juste une minute. Soutiens-moi. Il comprit. Carter se plaça devant elle, la laissa agripper ses épaules pour se soutenir. Il la souleva doucement, supportant tout son poids contre lui, et ils vacillèrent légèrement en trouvant l'équilibre ensemble. Ses pieds ne touchaient pas le sol, mais la position ressemblait à une danse, à quelque chose de plus honnête que de la musique. Je ne peux pas marcher, murmura-t-elle, son souffle chaud contre son cou. Mais je ne me suis jamais tenue plus droite qu'en ce moment. Ils restèrent ainsi plusieurs battements de cœur. Deux personnes qui s'étaient sauvées mutuellement de façon qui n'avait rien à voir avec des fauteuils ou la mobilité. Puis Carter la reposa doucement dans le fauteuil, ajusta les repose-pieds et s'assit à côté d'elle. Plus tard, quand Gwen sortit en pyjama licorne demander de l'eau, ils finirent tous les trois à regarder un film sur le canapé. Gwen s'endormit entre eux avant la fin du générique de début. Vivien regarda cette famille accidentelle qu'ils avaient construite à partir de tragédies, de choix et de rester quand partir aurait été plus facile. Le fauteuil roulant était à côté d'eux. Plus un symbole de tout ce qu'elle avait perdu. Juste un outil, juste une partie de la vie de Vivien. Comme le sac à dos de Gwen était une partie de la sienne. Comme le badge professionnel de Carter était une partie de la sienne. Le ruban que Gwen avait attaché à la poignée des mois plus tôt était fané maintenant. Les clochettes ternies, mais toujours là, un petit morceau de magie qui, contre toute attente, avait vraiment fonctionné. Guérir ne signifiait pas récupérer ses jambes. Cela signifiait reprendre sa voix, ses choix, son droit d'être aimé, non malgré son fauteuil roulant, mais en tant que personne complète qui en utilisait un. Carter ne l'avait pas sauvé du handicap. Il était resté à ses côtés pendant qu'elle apprenait à se sauver elle-même, et cela avait fait toute la différence dans leur vie.